Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série consacrée au contrat de location meublée. Après nous être intéressés au contrat de location à titre de résidence principale et au bail mobilité la semaine dernière, nous allons maintenant nous pencher sur les deux types de baux restants qu'il est possible de conclure en location meublée, à savoir le bail de location saisonnière et le bail résidence secondaire, aussi appelé bail code civil. Que dire de ces deux types de baux, sinon qu'ils sont certainement les plus flexibles des baux qu'il est possible de conclure en location meublée. En effet, ces derniers laissent une grande latitude aux bailleurs pour décider du calendrier de réservation, de leur durée ou encore de leurs conditions. Toutefois, cette flexibilité n'est pas exempte du respect de certaines règles qu'il convient bien évidemment de garder à l'esprit si l'on se pose la question de se lancer dans l'aventure de la location de courte durée. Commençons tout d'abord par le bail de location saisonnière avec quelques définitions. Premièrement, que désigne la location saisonnière ? On la mentionne souvent comme un synonyme de la location de courte durée, mais il n'est pas rare que des questions se posent à son sujet. En bref, la location saisonnière est définie par l'article 1-1 du titre premier de la loi du 2 janvier 1970, que l'on appelle aussi la loi Auguet. Elle se présente comme l'activité consistant en la location d'un immeuble conclu pour une durée maximale et non renouvelable de 90 jours consécutifs. Que nous apprend cette définition ? Eh bien justement que la location saisonnière dispose d'une durée de location maximale, 90 jours, non renouvelable. C'est donc une différence majeure avec les contrats que nous avons abordés dans le premier épisode de cette série, car, ici, le locataire n'a pas vocation à s'installer de manière durable dans le logement, et bien évidemment ne peut en faire sa résidence principale. La location saisonnière désigne donc finalement un type de bail. Il s'agit d'une appellation équivalente à celle d'un bail meublé de courte durée et qui a tendance à la remplacer dans le langage courant, notamment parce qu'elle a l'avantage de permettre une meilleure distinction entre l'activité de location de courte durée et celle résultant d'un bail mobilité, dont la durée peut être également courte, mais dont la réglementation est différente, comme nous vous le présentions la semaine dernière. Ce terme de location saisonnière a également bien souvent tendance à être associé à un autre, celui de meublé de tourisme. Pour en apprendre plus sur le terme meublé de tourisme, il est nécessaire de se tourner vers l'article L324-1-1 du Code du tourisme qui indique que les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. Autrement dit, ce terme désigne des biens dont le locataire a l'usage exclusif, ce qui regroupe le cas des biens acquis dans le cadre d'un investissement locatif en vue de pratiquer la location de courte durée, mais également les résidences secondaires, les dépendances ou les résidences principales que les propriétaires mettent en location lorsqu'ils ne s'y trouvent pas. Si cela englobe donc la plupart des situations, il reste nécessaire de garder à l'esprit que les logements considérés comme des meublés de tourisme ne sont pas les seuls à pouvoir accueillir des locataires de courte durée. En effet, il est également possible de louer uniquement une partie de sa résidence principale. Ici, le locataire n'aura pas la jouissance exclusive du bien, qu'il partagera par définition avec les occupants habituels du logement. Pour autant, ce mode de location est tout à fait autorisé dans le cadre d'une location de courte durée. On parle alors de chambre chez l'habitant et non de meublé de tourisme. Puisqu'il regroupe une catégorie particulière d'habitat, les meublés de tourisme obéissent à une réglementation précise, notamment en matière de formalités déclaratives et d'autorisation administrative à obtenir, ainsi qu'en termes de fiscalité au régime microbique. Pour en apprendre plus sur ces sujets, nous vous conseillons d'écouter notre série de podcasts dédiée à la fiscalité des meublés de tourisme, ou encore notre dernier épisode hors série intitulé La fiscalité des meublés de tourisme, où en est-on ? Vous le savez maintenant, en location de courte durée, le locataire ne va pas rester très longtemps dans le bien et le but d'une telle pratique est essentiellement récréatif et majoritairement destiné à des touristes qui souhaitent passer quelques jours ou semaines de vacances. En résulte une réglementation différente du point de vue du bail que vous passerez avec vos visiteurs qui, contrairement au contrat que nous évoquions la semaine dernière, n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Ainsi, il n'existe pas de formalisme imposé pour la réduction d'un bail de location saisonnière, mais, on s'en doute, certains points doivent être gardés à l'esprit,
le plus important d'entre eux étant certainement qu'il est obligatoire de conclure un bail de location saisonnière dans le cadre de la réservation d'un bien, même si cette dernière est pour une durée très courte. Au-delà de cet impératif, le contrat est libre, à condition bien sûr qu'il revête la forme écrite, et il peut être recommandé d'utiliser un modèle proposé par un spécialiste pour se faciliter la tâche. Cela dit, intéressons-nous de plus près à certaines clauses essentielles du contrat de location saisonnière. La première est la clause d'interdiction des animaux domestiques, qui est parfaitement valable dans un tel type de contrat. La deuxième clause qu'il peut être utile d'insérer, et qui fait souvent écho à une mention dans l'annonce de location, est la clause relative aux horaires d'entrée et de sortie des lieux. Pensez bien à prévoir suffisamment de temps afin de vous assurer que le ménage puisse être fait entre deux locataires pour les périodes de forte affluence. En ce sens, une troisième clause relative au ménage peut s'avérer utile. Généralement, le contrat précisera tout de même que le logement doit être rendu propre et nettoyé en fin de location, et ce afin d'éviter toute confusion avec les pratiques hôtelières. Si l'état de propreté du logement n'est pas satisfaisant lors de la restitution des clés par les locataires, il est nécessaire de le préciser sur l'état des lieux de sortie, afin que le coût du ménage soit retenu sur le dépôt de garantie qu'il ne faut, bien entendu, pas oublier de mentionner dans le bail. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez également proposer, en plus du prix de location, un forfait ménage au locataire. Dernier point essentiel, l'éventuel versement d'un acompte ou d'art par le locataire pour bloquer la réservation. Or attention, car il existe une différence de taille entre ces deux termes. En effet, si le versement est qualifié d'acompte, cela signifie que le contrat est ferme et définitif. Si le locataire renonce finalement à la location, vous serez en droit de lui réclamer l'intégralité du loyer pour toute la durée de la location. En revanche, si le contrat prévoit le versement d'art, cela offre la possibilité au locataire de ne pas donner suite, en contrepartie de quoi il perdra les arts qu'il a versés. De votre côté, si vous décidez finalement de ne plus louer votre logement, vous devrez indemniser le locataire en lui versant 2 fois le montant des arts. Notez d'ailleurs qu'entre particuliers, le montant des versements effectués à l'avance n'est pas réglementé. En revanche, lorsque le contrat est conclu par un professionnel, les versements ne peuvent être effectués plus de 6 mois à l'avance et le montant exigé ne peut excéder 25% du montant du prix total. Le solde ne peut être exigé qu'un mois au plus tôt avant l'entrée dans les lieux. Dernier élément, qui tombe toutefois presque sous le sens, dans le cas d'un bail de location saisonnière, le contrat prend fin à échéance de la période fixée sans qu'il soit nécessaire pour le propriétaire de donner congé. Passons maintenant au deuxième type de contrat qui va nous occuper pour cet épisode, le bail résidence secondaire, aussi appelé bail code civil, qui a la particularité de ne relever que des dispositions du code civil pour son établissement, et plus particulièrement de ses articles 1714 à 1762. Vous ne pourrez passer ce type de bail que dans 2 cas de figure. Ou bien parce que vous souhaitez louer à des locataires qui n'ont pas vocation à faire du logement leur résidence principale et ne souhaitez ou n'entrez pas dans les conditions pour conclure un bail saisonnier ou mobilité, ou bien parce que vous louez à une société. Il peut en effet arriver que des sociétés louent des logements meublés pour y installer leurs salariés sur des périodes plus ou moins longues. Ainsi, si votre locataire est une société, vous devrez obligatoirement conclure un bail code civil, même si le logement constitue, in fine, la résidence principale de la personne qui est logée. Le bail code civil n'obéit à aucune des règles de forme prévues par la loi pour les contrats de location en résidence principale ou le bail mobilité, puisqu'il repose uniquement sur les dispositions du code civil. Il s'agit donc d'une grande liberté laissée aux parties prenantes, mais également d'un risque, car il vous faudra tout prévoir par vous-même, sans pouvoir vous reposer sur un modèle imposé par la loi, comme c'est le cas pour un contrat de location meublée en résidence principale. Il est donc premièrement très fortement recommandé d'utiliser la forme écrite pour un bail code civil, même si rien ne vous y oblige. Ensuite, vous devrez vous pencher sur plusieurs questions. La première est celle de la durée du bail, que vous pourrez fixer librement. Il vous appartient donc de vous mettre d'accord à ce sujet avec le locataire et de préciser dans le contrat sa date de prise d'effet. En cas de silence du contrat de location sur sa durée, il sera considéré comme passé à l'année, au mois ou à la journée en fonction de la durée prise en compte pour la fixation du prix ou, en l'absence d'une telle information, conformément à l'usage des lieux. La deuxième est la fixation du loyer et des charges. Dans le cadre d'un bail code civil, la fixation du loyer est entièrement libre, même si vous devrez penser à indiquer s'il s'entend sans les charges ou toutes charges comprises, et si le loyer est payable d'avance ou à terme échu. De plus, si vous concluez un tel bail pour une longue durée, pensez à prévoir une clause d'indexation afin de pouvoir réviser le loyer chaque année. Le cas échéant, prévoyez une clause précisant à quelle date se produira l'augmentation du loyer en fonction de la variation de l'indice choisi. Le plus simple étant de retenir la date anniversaire de la conclusion du contrat ou de sa prise d'effet. En sus du loyer, lorsque celui-ci n'est pas prévu, toutes charges comprises, le contrat de location devra préciser les charges et taxes récupérables sur le locataire. Pour cela, n'hésitez pas à vous référer à la liste des charges récupérables fixée par le décret du 26 août 1987
et n'oubliez pas d'en annexer une copie à votre contrat pour éviter toute confusion ultérieure. La troisième est la question du dépôt de garantie. Comme pour un bail meublé en résidence principale, il n'est pas obligatoire d'en prévoir un, mais cela reste bien évidemment préférable. Pour le montant, il n'existe ni minimum ni maximum, mais il est conseillé de demander 1 ou 2 mois de loyer hors charge, comme cela peut se faire dans d'autres types de contrats. La quatrième est celle d'un éventuel cautionnement, qui est possible pour un bail de résidence secondaire. Attention toutefois à la rédaction de l'acte de cautionnement, car celui-ci ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Ainsi, lorsque le cautionnement a été donné pour la durée du bail, l'engagement prend fin à l'expiration du bail, sauf stipulation contraire. Il faudra donc préciser expressément si l'engagement de la caution concerne la tacite reconduction, le renouvellement ou l'occupation du logement sans droit ni titre, la jurisprudence interprétant strictement ces clauses. Au-delà de ces 4 premiers points majeurs, 4 autres sont à garder à l'esprit, à savoir la possibilité d'insérer des clauses pénales dans le contrat, qui prévoit par exemple une indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement du loyer par le locataire ou en cas de maintien du locataire dans les lieux après expiration du bail. Mais attention toutefois à ne pas rendre ces clauses disproportionnées et donc abusives. La possibilité d'insérer des clauses résolutoires qui prévoient les cas de figure dans lesquels il sera possible, pour l'une des parties, de mettre fin au contrat pour non-respect de ses obligations par l'autre partie, comme le défaut de paiement des loyers, des charges ou encore le défaut d'assurance. Notez toutefois que l'absence d'une telle clause n'empêche pas de se tourner vers la justice au besoin, et que le Code civil prévoit expressément qu'en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, et ce, en plus des dommages et intérêts qu'il pourrait être condamné à verser au bailleur. L'intérêt de prévoir une clause d'interdiction de sous-location ou de cession. En effet, si pour un contrat de location à titre de résidence principale, le locataire doit demander l'accord de son bailleur pour sous-louer le bien, ce n'est pas le cas pour un bail de résidence secondaire, et en l'absence d'une clause l'interdisant, le locataire est en droit de sous-louer le bien sans votre accord. Enfin, la souscription d'une assurance par le locataire, qui, bien qu'elle ne soit pas obligatoire pour un bail code civil, est fortement recommandée, et il est donc utile d'insérer une telle clause la rendant obligatoire dans le contrat de location. Bien évidemment, liberté contractuelle ne veut pas dire qu'il n'existe pas de clauses réputées non écrites, au premier rang desquelles les clauses abusives qui, même insérées au contrat de location, ne pourraient produire d'effet. Pour savoir si une clause est abusive, vous pouvez consulter les recommandations de la Commission des clauses abusives, notamment celles du 30 mai 1995 et du 22 juin 2000. D'autres clauses s'ajoutent à la liste des clauses réputées non écrites pour un tel type de bail, comme l'interdiction d'héberger des proches ou celle de détenir un animal domestique, qui n'est justement valable que pour les contrats de location saisonnière que nous mentionnions plus tôt, sauf pour certaines catégories particulières d'animaux. Dernier point qu'il nous faut aborder, la fin du bail code civil. 2 situations sont alors à distinguer. Si le bail prévoyait une durée déterminée, il prend fin de plein droit à l'expiration du terme fixé dans le contrat, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Mais notez toutefois que la tacite reconduction est toujours possible. Si, à l'expiration du bail, le locataire reste dans les lieux sans opposition de votre part, il s'opère un nouveau bail par tacite reconduction. Le bail renouvelé est soumis aux mêmes conditions que l'ancien, notamment le montant du loyer, à l'exception des dispositions concernant la durée. Il devient un bail à durée indéterminée et ne prendra fin que par l'effet d'un congé. Il est bien sûr également possible de prévoir la possibilité de résiliation anticipée pour l'une ou l'autre des parties, ou les deux. Mais si rien n'a été prévu, le bail ne pourra être résilié que d'un commun accord. Dans le cadre d'un bail à durée déterminée sans faculté de résiliation anticipée, si le locataire donne congé avant la date convenue, il sera tenu du paiement des loyers jusqu'au terme prévu ou jusqu'à ce qu'un nouveau locataire prenne possession des lieux. Si le bail a été conclu pour une durée indéterminée, il sera nécessaire de donner congé et donc de prévoir, par contrat, quel sera le délai de préavis, mais également la forme du congé qui n'est, dans ce cas, soumis à aucune forme particulière, même s'il est préférable d'opter pour les solutions classiques en la matière comme un courrier recommandé avec accusé de réception, et ce afin d'éviter toute contestation. Petite particularité du bail résidence secondaire, le congé n'a pas à être motivé, par contre, une fois délivré, il n'est pas possible de revenir dessus. Ainsi s'achève notre deuxième épisode sur les contrats en location meublée, et nous espérons qu'il vous aura permis d'en apprendre plus sur l'importante diversité des modes de location auxquels il est possible de recourir en location meublée, ainsi que sur leurs spécificités respectives. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.